Donc ça, c'était pour le fit sportif de Jimmy Butler en particulier. À présent, essayons de regarder les autres éléments de ce trade vis-à-vis des Warriors, que ce soit un peu court terme mais aussi long terme, contextuellement, mais aussi, voilà, c'est vrai que Butler ne fait pas tout, ne fait pas à ce point l'équipe lui-même. Je veux dire, il y a peut-être des questions, en tout cas des interrogations sur la profondeur de l'effectif, etc. Bon, déjà, moi, il y a un premier élément que j'aime bien dans cet échange, c'est, en tout cas, j'aimerais bien que Moses Moody remonte un peu dans la rotation. Je pense que tous les fans des Warriors seront peut-être d'accord avec moi. En tout cas, beaucoup partagent un peu cette frustration de, il est quand même très cool. Et pourquoi est-ce qu'il joue pas, quoi? Pourquoi est-ce qu'il joue pas? Bon, j'ose espérer qu'avec avec le départ de donc Wiggins et de l'autre côté Kyle Anderson, qui prenait aussi des minutes, je me dis, bon, est-ce que potentiellement on pourrait pas le faire revenir? Surtout que on a affaire à quelqu'un, Butler, on l'a dit, qui a pas trop de shoot, donc ça pourrait être intéressant de faire un peu remonter quelqu'un qui a plutôt un profil 3&D, pour le coup. Voilà, c'est Gary Payton, c'est sympa, mais à quel point est-ce que tu peux jouer avec à la fois Butler, à la fois Draymond et Kevin Looney et Gary Payton, les quatre ensemble sur le terrain, ou au moins trois, ou... Bon, on arrive très vite à des limites de spacing, hein, même si, comme on a dit, on peut animer l'espace un peu autrement, mais il y a tout de même des limites un peu intrinsèques. Hein, non, si t'as trop de mauvais shooters, t'es cut ou le fait de mettre un mec dans le périmètre, il va pas être défendu du tout. Donc voilà, c'est en un sens, je me dis, peut-être que l'arrivée de Butler va peut-être permettre en un sens de faire gratter des minutes à Moody parce qu'il a un peu plus de shoot, il est un peu plus viable des deux côtés du terrain comparé à Gary Payton. Donc potentiellement, c'est un premier point que je voudrais mettre en avant. Après, c'est vrai que de l'autre côté, ça nous fait un effectif avec deux gros salaires, donc 60 millions pour Curry, 60 millions pour l'instant 48, mais l'an prochain 60 pour Butler. C'est vrai que ça laisse pas des tonnes d'espace pour le reste. L'avantage qu'ont les Warriors, c'est que pour moi, il y a une troisième star. Oui, je considère encore que Draymond Green est très bon en défense et un peu niveau star. Alors, à voir, hein, la saison est un peu particulière, mais moi je pense qu'on est quand même sur encore un très très bon Draymond. Mais bref, il est payé 24 millions l'année. Vu que c'est une star de la défense, en général, ces mecs-là sont moins payés que l'attaque. Bon, c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. En l'occurrence, on n'est pas dans le cas de 3 méga stars, 3 méga contrats comme à Phoenix et où en fait tout le reste est bloqué, quoi. Non, là on n'est pas là-dessus. On est sur un Draymond qui est à 25 millions. Donc ça, c'est tout de même pas mal. Admettons qu'il arrive à se maintenir 2025, 26 et 27 à plutôt un bon niveau, peut-être pas son niveau prime, mais encore que moi je pense qu'on n'est pas si loin de son prime. Mais admettons que pendant 3 ans, on ait un très bon Draymond. Bon, bah c'est cool, parce qu'il est pas payé tant que ça. Et c'est un bonus dont tu as besoin parce que les autres sont pas à 40 ou 50, quoi. Les autres, ils sont à 60 les deux. Hein. Draymond Green et... Curry et Butler, donc voilà. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a tout de même un problème assez énorme qui n'a pas été réglé sur cette deadline et qui a même peut-être été un peu empiré avec le départ de Kyle Anderson. C'est quid du secteur intérieur. Avec en plus, comme nuance, en tout cas, de base, c'était un domaine relativement déficitaire, ce poste-là, ces postes-là plutôt. Et là, la deadline est passée, t'as pas fait de move pour l'intérieur, bon, ok. Et reste maintenant le marché des buy-out, donc des mecs qui peuvent se faire racheter leur contrat quelque part dans leur équipe et venir un peu tester le marché pour des petits contrats ailleurs, hein, chez un contender. Vous connaissez les buy-out. En l'occurrence, il y a un mec qui pourrait être intéressant, mais qui est inatteignable. Moi, hein, notamment... Pourquoi pas faire venir Ben Simmons? Ça aurait été assez cool, parce que Ben Simmons, bon, on parle pas du All-NBA, on parle juste d'un mec qui pourrait être, grosso modo, un poste 5 de switch défensif, quoi. On s'attend pas forcément à plus. Bon, vous me direz, ça va pas renforcer le spacing non plus, mais en tout cas, lui n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, comme les Warriors ont un peu trop de budget maintenant en salarial, ils sont dans le premier ou second apron, et il y a des réglementations où tu ne peux pas signer en buy-out quelqu'un dont le contrat précédent était trop gros. Voilà, je vous la fais très courte. Je crois que la technicalité, c'est que ça pouvait pas être au-dessus de la mid-level, qui était à 12,8 ou un truc comme ça, mais voilà, tu peux pas racheter quelqu'un dont le contrat était trop gros quand c'est une des restrictions de quand t'es dans les aprons. C'est une punition, hein, clairement, c'est fait pour ça. Donc, la piste Ben Simmons n'est pas là. Et du reste, je ne pense pas qu'on ait forcément des pivots hyper intéressants. Peut-être que j'en oublie, mais voilà, et peut-être que si j'en oublie, c'est qu'ils sont pas forcément impactants. Donc, reste un peu cette question finalement du secteur intérieur, pour le coup. Et c'est vrai que, il y a un Quinton Post qui est sympathique, qui commence un peu à émerger de nulle part. C'est bien déjà s'il peut faire 15 minutes par match de saison régulière, quoi. Je veux dire, ce serait déjà une très belle réussite par rapport de là où il part, quoi, pour le coup. De l'autre côté, on a aussi toujours Kevin Looney, qui cette année est plus mobile qu'avant.
Je sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être que les fans des Warriors sans doute, hein, mais il est un peu plus fit, un peu plus léger, et il traînait un peu un corps, comment dire, il était assez pâteau, assez lent, à cause de toutes ses blessures. Malheureusement, il est encore jeune, mais malheureusement blessé. Là, ça va mieux cette année, mais bon, ça reste Kevon Looney, quoi, pour le coup. Et c'est un peu le seul backup. Parfois, il est même titulaire. Donc voilà. Et puis après, on a Tracy, Jackson Davis également. Bon, il y a du monde, mais ça fait léger. Jackson Davis étant surtout pour la menace de verticalité, par exemple, et ça, il le fait bien. Looney, ça va plutôt être le rebond, pour ça d'ailleurs qu'il joue. Un peu de rebond, un peu de défense en post-up, au cas où on est des mecs à défendre en post-up. Et Quinton Post, on est plutôt sur le grand pivot long, mais pas très solide, pas très costaud, et qui va plutôt être là pour du stretch, stretch 5. Et en fait, je me demande, vu qu'on parle à la fois de court terme et à la fois de long terme, maintenant, désormais, quid de Jonathan Kuminga? Parce que moi, une utilisation que j'aimerais bien de Kuminga désormais, ce serait plutôt dans des line-up très petits, en fait, et quasiment de le voir utilisé en pivot, quoi. En tout cas, un secteur intérieur très small ball, ce qui avait été un peu le cas l'an passé, la fameuse raquette Draymond Green-Kuminga qui avait émergé deuxième partie de saison, qui était plutôt très bien, mais qui a été abandonnée cette année. On ne sait pas pourquoi cette dynamique de progression a été coupée. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que déjà, si tu le fais jouer pivot, ça veut dire que c'est un peu lui le non-shooter. Tu peux espérer avoir des mecs plutôt. C'est plus facile de trouver des shooters sur les postes extérieurs, on peut le formuler comme ça, plutôt que si lui joue, on va dire, poste 3 et à côté de Kevon Looney, à côté de Jackson Davis ou de mecs comme ça. Donc voilà, ça j'aimerais bien, pour le coup. Ça pourrait être une manière un peu de le réutiliser un peu mieux, peut-être, par rapport à ce secteur intérieur. D'autant plus que ça ferait pas de tâche dans ce côté, les schémas qui vont essayer d'empêcher les tirs au panier plutôt que bien les défendre. On a affaire à, comme dit, j'ai parlé de la fréquence au panier qui est très faible. Ça se fait parce que tu as des rotations et des mecs qui viennent dans la raquette très tôt et très en amont dans la possession. Mais ça se fait pas par une défense des tirs au panier qui est très efficace. C'est une équipe qui concède une efficacité au panier. Si le tir est pris au panier, les Warriors ne le défendent pas bien, le tir en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de protecteur de panier. Mais donc voilà, Kuminga en poste 4, poste 5, entre guillemets, ça ne changerait pas grand-chose pour le coup. C'est juste les mêmes systèmes de rotation avec juste le poste 3, le poste 2, le poste 1, le poste 5 qui vient en amont dans la possession se placer sous le panier, quoi. Donc voilà, c'est pas grave si c'est pas un protecteur de panier un peu traditionnel, vu que c'est pas ça les schémas. Plus, le playmaking défensif, vous allez me dire, il est pas trop là, c'est vrai. Pas trop de playmaking défensif. Mais voilà, je me pose la question de comment est-ce qu'il va être utilisé, puisque un de ses intérêts, c'était aussi de développer un peu le côté balle en main. En fait, c'est ce qu'on avait vu l'an passé, c'est ce qu'on espérait encore plus pour cette année, c'est-à-dire un peu ce punch, quoi. J'ai parlé de Butler, tout ce qu'il peut apporter, les lancers francs, les drives au panier, l'efficacité au panier, ce genre de choses, un peu ce côté plan B, punch, création directe, comparé au plan A que va être la motion offense et Stephen Curry. J'en ai parlé pour Butler, c'est un peu ce qui était censé apporter Kuminga. Mais donc maintenant qu'il y a Butler, quid un peu de cette redondance-là? Je sais pas trop. Pour ça que j'aimerais bien, pourquoi pas, le voir utiliser peut-être dans des rôles différents, un peu plus de pose d'écran, un peu plus de pick and roll, un peu plus de cut, voilà, ce genre de choses, parce que voilà, Butler va prendre aussi pas mal de ballons de création directe. Donc voilà, ça c'est pour le court terme. Et pour le long terme, j'avoue que on est peut-être un peu dans, je sais pas si c'est une impasse, mais en tout cas, il faut se souvenir qu'on parle de quelqu'un qui va être restricted free agent. Donc il aurait pu signer une prolongation anticipée l'été dernier, sauf que grosso modo il n'y avait pas trop d'intérêt pour les Warriors de lui donner de manière anticipée, parce que quitte à lui donner un contrat cher, autant attendre et voir s'il le mérite, un contrat max ou en tout cas très cher, attendons un an, on peut totalement lui donner à la fin de la 4e année et pas à la fin de la 3e, donc pas anticiper, mais l'été prochain, l'été 25, on peut lui donner plein d'argent et ça ne change rien. On a toujours la possibilité de s'aligner sur les sommes, on a toujours la possibilité de lui donner un max, donc voilà. Et de l'autre côté, le camp de Kuminga n'avait pas intérêt à prendre un contrat un peu trop faible, parce que eux justement ils voulaient dire non, on va pas prendre un contrat un peu médian ou pas top l'été dernier, enfin intersaison 2024. Non, on va jouer l'année, on va tenter de le faire exploser et ensuite on pourra prétendre à plus, quoi. Donc voilà, on avait un peu ce truc là, sauf que maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'il n'y a pas tant que ça de solution. Il y en a deux, puisque soit on fait une signature, on le prolonge pour d'ici 6 mois après la prolongation ou 1 an après la prolongation, l'échanger. Voilà. Ou sinon, on fait un sign and trade. Sign and trade de Kuminga quelque part pour obtenir, je ne sais pas, n'importe qui, un 3&D, un autre ailier, un autre intérieur. Voilà. L'idée de le sign and trade, c'est grosso modo, c'est une signature, il va chez quelqu'un, il va signer par exemple, je dis n'importe quoi,
à Brooklyn. Et sauf qu'en échange, Brooklyn donne quelque chose. Donc c'est un sign and trade, c'est comme une signature de free agency, mais ça te permet toi de recevoir quelque chose en échange tout de même. Et je dis ça aussi parce que c'est un peu, je dirais pas une impasse, mais clairement là on est arrivé à la fin du contrat. Voilà, là c'est la fin du contrat, on peut plus jouer, et notamment, bah ça y est, c'est officiel, on n'a pas pu utiliser la valeur de Kuminga en tant que jeune, en tant que asset, en tant que prospect. On ne l'a pas utilisé dans un trade. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça dommage parce que, je pense qu'on peut parler d'impasse, pour le coup, je me reprends moi-même. Mais c'est vrai que maintenant, c'est soit tu le laisses partir pour rien, soit tu vas être obligé de t'aligner sur un contrat pour un peu cet aspect de garder le joueur, de pas le perdre contre rien, donc de rétention de valeur. Mais sauf que si tu t'alignes, il y aura une période où tu pourras pas l'échanger. En plus, si tu t'alignes sur n'importe quelle offre, ça peut totalement être une équipe de tanking qui le veut et qui va mettre une grosse offre sur la table, ne serait-ce que pour t'embêter. Tu auras le droit, de t'aligner, de dépasser le salary cap en t'alignant. Mais voilà, ça fait cher, quoi. S'il y a une équipe qui va mettre un max ou quasiment un max, est-ce que si t'es les Warriors, après la saison décevante là, qu'il est en train de faire actuellement, c'est un peu embêtant, quoi. Donc ouais, c'est dommage. Très dommage de ne pas avoir utilisé la valeur de Kuminga, qui, à mon sens, pendant longtemps, a eu une belle valeur sportive, ou plutôt, une valeur en tant que potentiel. Voilà, ça aurait été, je pense, pertinent de faire un cash out à ce moment-là, de l'utiliser dans un trade potentiellement. Là, c'est vrai que t'as plus trop le choix. Là, c'est soit tu le laisses partir pour rien, mais en fait, c'est un peu nul, parce que t'auras déjà un salary cap blindé, t'auras pas d'option pour recruter quelqu'un forcément à la free agency. Donc en fait, on en arrive au truc où, ok, on va être un peu obligé de s'aligner, quoi. On va s'aligner sur n'importe quoi l'été prochain, y compris sur un gros salaire, parce que ça va être très cher. Ça va être très très cher. Donc voilà. Mais en même temps, on est obligé de le faire comme ça. On peut gagner de la valeur. C'est-à-dire, on le prolonge avec ce truc de comme on a ses droits et que c'est un mec que nous on a drafté, c'est un free agent restrictif, donc on a le droit de le prolonger en dépassant le cap. Le mauvais côté, c'est que si la somme est trop élevée, t'as peut-être pas envie de le faire parce que tu te dis, dans l'optique de je m'aligne pour ensuite le rééchanger plus tard. Hein. Tu te dis, vous êtes bien gentil, mais peut-être que ça fait trop d'argent. Donc si je m'aligne et qu'ensuite pour le refourguer à quelqu'un, mais que personne n'en veut parce que c'est trop cher, c'est embêtant. Ok. De l'autre côté, ça peut aussi être un excellent moyen d'appliquer un peu ce côté de rétention de valeur. De garder 20 millions, 25 millions, 30 millions dans le salary cap grâce à Kuminga, et que, en effet, plus tard, t'échanges ces 20 millions, 30 millions contre autre chose, quoi, pour le coup. Donc ça pourrait être le plan. Mais c'est un plan qui doit se dérouler à plutôt long terme, quoi. En tout cas, pas à une échelle de quelques mois. De là 6 mois, quoi, je veux dire. C'est vraiment s'aligner l'été prochain, même sur une grosse offre, et quand il redevient disponible à des échanges au niveau de janvier ou février d'après, 2026, là, hop, tu pourras le rééchanger contre une grosse pièce, mais sauf que il faut que le joueur soit intéressant. Si le joueur n'est pas intéressant, mais qu'il a été signé pour beaucoup, il faudra peut-être mettre un asset pour faciliter. Voilà. Mais c'est possible, mais clairement, on a peut-être manqué une occasion. Parce qu'il y avait ce truc pour l'instant, il avait un attrait en tant que potentiel. Aussi, il était payé très peu cher, donc tu pouvais faire un combo avec un mec qui était un gros contrat, plus Kuminga qui était un petit contrat, mais attrait sportif de potentiel. Ça faisait un bon package. Hein, notamment, on avait discuté l'an dernier de Chris Paul, 30 millions, gros contrat, mais zéro intérêt sportif, plus Kuminga, petit contrat, mais intérêt sportif. Ça aurait pu être un package. Là, ça y est, c'est fini. Donc là, maintenant, il va falloir passer à la caisse. Ou alors, tu t'assois et tu le laisses partir pour rien, mais je pense que les Warriors n'ont pas trop intérêt à faire ça, pour le coup. À mon sens, ça va se finir par quelqu'un va venir mettre une offre sur la table, potentiellement une offre assez dérangeante, une offre assez grosse, et tu vas être obligé de t'aligner dessus. À court terme, ce sera pas top, mais peut-être qu'en février 2026, tu pourras faire l'échanger, par exemple. Hein, imaginons n'importe quoi. En 2026, tu mets le pick 2032 plus Kuminga et tu le donnes contre Nick Claxton. Et là, ça commence à être sympa. Là, tu résous en plus tes problèmes de secteur intérieur avec une raquette. Alors, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de shoot. Hein, pour le coup, ça, c'est vrai qu'on est d'accord, mais j'ai pris Claxton, ça aurait pu être n'importe qui. Mais voilà, le cas Kuminga est pas si anodin que ça pour le futur. Et bon, c'est l'autre option, c'est sign and trade. Mais contre qui ? Est-ce que, par exemple, ça vous intéresserait de faire un sign and trade à Portland où lui prendrait 20-25 millions ou peut-être 30, je sais pas, du côté des Blazers, et toi, de l'autre côté, vu que tu es en mode all-in absolu, tu prends Jerami Grant en échange. Voilà, Jerami Grant, pas très bon contrat, il a encore 3 ans et demi de contrat.
à 20 millions, non 29 je crois, 29 millions, peut-être un peu dégressif, mais une grosse somme. Là, clairement, on sera en mode vrai all-in. Là, oui. Là, c'est sign and trade. Tu l'envoies à Portland et tu dis à Portland, bon, personne veut de votre Jeremy Grant. Nous, on veut bien le prendre parce que c'est très cher, mais de toute façon, voilà, nous, on est all-in absolu. Et puis après, ce sera merci, bonsoir. Prenez Kuminga, vous pouvez tester de le développer ou de. Voilà, ça peut être une option. Mais bon, ce serait vraiment un vrai all-in, hein, un vrai all-in assez risqué, assez coûteux aussi. Et du reste, c'est vrai que il faut aussi tenir en compte le fait que les Warriors, l'été prochain, Kevon Looney va être free agent, Gary Payton aussi va être free agent, et en l'occurrence, il y aura déjà l'été prochain, sans avoir prolongé Kuminga, même si Kuminga, tu pourras dépasser le cap, mais bref, sans Kuminga et juste Curry, plus Draymond, plus Butler, plus tous les petits, là, Guy Santos, Quinton Post, éventuellement, si tu le convertis, Podziemski, Moses Moody, l'été prochain, tu seras déjà à plus de 160 millions. Voilà. Et le cap est à 140. Donc, faut pas s'imaginer que, non, mais on laisse partir Kuminga, on laisse partir Looney, on laisse partir Payton, et on a de la place. Non. Tu seras déjà au-dessus du cap. Donc, tu auras peut-être la mid-level, j'ai pas vérifié, mais tu auras peut-être un petit contrat de 10-12 millions à offrir, mais pas plus, quoi. Vraiment pas beaucoup plus. Et même là-dessus, même ça, je suis pas sûr. J'ai pas vérifié. Donc, c'est aussi pour ça que je dis, Kevon Looney, Gary Payton, free agent, je pense qu'on est un peu obligé de s'aligner pour Kuminga. Ne serait-ce que pour garder un outil, un atout à échanger plus tard ou ne garder un joueur, quoi. Simplement garder un joueur, parce que tu le signes pas, il s'en va, et tu peux même pas trop le remplacer, grosso modo. Donc voilà. Après, dans des options de all-in, est-ce que je sais pas, moi je sais qu'il y a sur le marché, il y aura des joueurs intéressants, hein, Bruce Brown, mais à quel point Bruce Brown ne voudra pas un peu re-signer aux Pelicans, et ensuite les Pelicans, il paraît que c'est un peu ce qui se joue. Les Pelicans pourraient être intéressés par le re-signer. Pourquoi pas un Jason Tate, qui est du côté de Houston, qui peut être intéressant, mais là encore, c'est pas parfait. C'est un intérieur de switch assez petit, qui n'a pas de shoot non plus. Donc voilà. Bon, Naz Reid, clairement, je pense qu'on est hors de portée des Warriors. Brook Lopez, je suis intrigué. Lopez, je suis assez intrigué. Est-ce qu'il va en avoir marre des Bucks? Est-ce que vraiment... Enfin, quelle somme il va pouvoir demander aussi? Moi, ma crainte, c'est qu'un mec comme Brook Lopez, non, ça va être trop cher, quoi. Ça va être trop cher pour les Warriors. Il y aura forcément quelqu'un d'autre avec un peu plus d'argent disponible, par exemple, sur un sign and trade ou tout court, pour proposer à Brook Lopez. Donc voilà. Les opportunités sont assez limitées pour l'instant, pour améliorer l'effectif, et notamment donc cette question du secteur intérieur. Donc à suivre, et en effet, une solution un peu facile, comme on a dit avec Miami, vu que tu n'as pas trop d'atouts et pas trop de marge de manœuvre, ce qui serait génial, c'est que tes jeunes progressent de manière assez conséquente et que, en fait, la valeur, tu la crées à partir de ça, sur des joueurs que tu as déjà, des petits contrats, et qui arrivent un peu à exploser. C'est un peu l'espoir. C'est pour le coup l'espoir qu'on avait déjà l'an passé, à l'été 2024. On a bien vu que c'était un peu un échec. Podziemski, moi je lâche pas l'affaire, hein, même si j'étais déjà beaucoup plus bas que la moyenne sur lui en termes de potentiel, mais je pense qu'on a juste à faire une mauvaise saison. C'est pas un shooter à ce point mauvais comme actuellement. Voilà, je pense que Podziemski n'a pas un potentiel aussi grand que certains ont pu le penser, mais on est sur un très très bon connecteur, joueur de rotation d'une équipe très compétitive, donc ça c'est cool. Je pense que Moses Moody aussi, je pense que Guy Santos et Quentin Post, ça commence un peu à émerger de nulle part pour pas grand chose, et c'est très cool s'ils peuvent te donner 10 minutes chacun ou 15 minutes même, et ensuite continuer à grandir. Donc ça c'est cool, et puis je rappelle aussi que mine de rien, quel était un peu le modèle des champions 2022 des Warriors. Bon, Curry était plus jeune. Ok, Curry était 3-4 ans plus jeune, forcément, si on parle de 25 ou de l'an prochain à 26. Bon, il était plus jeune, donc un peu meilleur. 3-4 ans à ce stade-là de sa carrière, ça compte, on est d'accord. Ou Draymond aussi, d'ailleurs. Mais, par contre, c'est vrai que ce qui était intéressant en 2022, dans cette construction d'effectifs, c'est que les mecs avaient réussi à faire des très bons coups que sur des petits coups. Et des petits coups, les deux homonymes, hein, donc des petits coups COUP, et surtout à petits coups aussi, COUT. C'est un peu le truc. C'est-à-dire qu'il y avait du Bjelica qui était pas cher, il y avait du Otto Porter qui était pas cher, ils avaient sorti Damian Lee aussi qui était pas cher, il y avait Toscan Anderson qui était pas cher, il y avait que des mecs comme ça. Et l'effectif avait été comblé avec Curry, avec Jordan Poole aussi, c'est vrai, qui était pas payé cher encore, qui n'avait pas encore prolongé. Voilà. Est-ce qu'il y a un équivalent de Jordan Poole actuellement chez les jeunes? Je pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas à ce point un bon joueur sous contrat rookie actuellement. Mais bref, donc il y a Jordan Poole, mine de rien, qui était payé pas cher, mais plein de vétérans qui s'étaient allés chercher pour pas grand-chose, quoi. Donc voilà, ça peut être un modèle.
Après, la question, c'est est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est pas en mode j'ose pas m'engager. Moi, j'aurais envie de dire que avec ce trio et avec un supporting cast pas si moche que ça, tu peux arriver à faire des choses. Je pense que 2026, ça peut être l'année charnière, en mode on n'est pas encore très vieux et on peut faire des trucs. J'ai envie d'y croire parce que Butler est quand même très très cool, parce que Curry est encore très très cool, parce que Draymond aussi. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Mais en fait, je ne sais pas, parce que c'est précisément la question pour moi, c'est le point de bascule. C'est à quel point ça va marcher. Moi, je pense que ça va marcher. On peut se projeter sur le fait que le trio va marcher, que le feat Butler va marcher, etc. Ça, je pense qu'on peut s'avancer en disant que ça va marcher. Mais à quel point? Et jusqu'à où ça peut marcher? Jusqu'à où est-ce que ça peut vraiment bien fonctionner? Ça, c'est le point de bascule, pour moi. Et ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas si ça va être juste sympathique ou vraiment, ah ouais, c'est incroyable. Et voilà, donc il y a une certaine variance, finalement, qui va être apportée par ça, qui va être décidée par à quel degré, à quel niveau, où est le curseur sur ça marche. Est-ce que ça marche juste un peu? Est-ce que ça marche à la folie? Plus, donc, autre élément, que vont être le niveau de performance du supporting cast pas cher autour. De type Kevin Looney pour cette année, de type aussi Moses Moody, potentiellement de type les petits jeunes pour l'an prochain, pour les petits contrats, pour Podziemski. Est-ce que Kuminga, est-ce qu'il va pouvoir réémerger, ou est-ce que ça va être un peu un boulet? Enfin, un boulet. Un peu décevant, plus un boulet si l'été prochain t'es obligé de le prolonger cher alors qu'il est pas très bon. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. Donc voilà, les deux points de bascule, c'est le niveau de jeu, de à quel point ça marche, ce fit sportif pour de vrai. Sur le papier, ça a l'air magnifique, je vous l'ai décrit, mais pour de vrai, ok. Et de l'autre côté, est-ce que ce front office peut petit à petit arriver à faire des trucs, quoi. Que ce soit un sign and trade de Kuminga, qui peut-être ressemble à l'atout principal, ou que ce soit arriver à dénicher des petits vétérans pour pas très cher. Ça peut s'imaginer aussi, hein, parce que quand tu as une équipe intéressante, finalement, tu peux aussi attirer 2-3 noms pour pas grand-chose, quoi. Ou alors des trucs un peu bien sentis. Donc voilà pour les Warriors.